Bien, nous allons passer aux questions. Euh, Une petite remarque. Alors, l'administration aujourd'hui, elle n'a pas peur, elle ne doute pas spécialement. Et évidemment, depuis 1902, on a un peu évolué. Preuve en est que la réglementation actuelle est quand même beaucoup moins dure et contraignante, même si certains la trouvent encore trop dure, que ce qu'elle pouvait être au siècle dernier. Voilà, c'est simplement un petit point qui me paraissait important parce que ces éléments historiques doivent être replacés dans leur contexte, mais aussi dans leur chronologie. Ils sont extrêmement utiles pour voir comment on a progressé, mais justement, le maître mot dans cette affaire, c'est que, sincèrement, on a quand même un tout petit peu progressé. C'est clair, par rapport à ce qui est dit au cours de cette matinée. Personne ne le conteste. Monsieur. Bonjour, François Darlot, je suis responsable associatif et je voulais adresser une question à Monsieur Astoul Delsedi, si vous voulez bien. Je voulais revenir sur l'arrêté ministériel que vous avez évoqué, qui autorise la déclaration. Alors, je m'intéresse plus particulièrement en ce moment à la situation du renard. Et donc, cet arrêté ministériel qui autorise la déclaration en tant qu'espèce nuisible du renard, est-ce qu'il repose sur l'examen d'éléments preuves ? Alors, Monsieur Darlot, comme on s'est déjà vu plusieurs fois au cours de l'année passée, que vous êtes représentant du Rassemblement pour l'abolition de la chasse et du collectif du 21 septembre qui a lancé une pétition nationale pour demander la protection du renard, je vous rappellerai, puisque je vous l'ai déjà dit, que bien évidemment, les 90 classements qui ont été décidés dans l'arrêté du 30 juin 2015 et qui n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune annulation par le Conseil d'État l'ont été sur la base des dégâts significatifs en termes de montant, mais aussi, comme je l'indiquais tout à l'heure, du double critère vulnérabilité et surdensité localisée. Je tiens quand même à dire aussi que je ne suis pas l'âme damnée du classement nuisible en France. Le classement a été proposé à la ministre à l'issue d'une part d'un groupe de travail pour élaborer le guide pratique qui listait les éléments à faire figurer dans le dossier parce qu'on avait constaté dans l'arrêté précédent en 2012 dans sa préparation que les dossiers étaient très hétérogènes d'un département à l'autre. Pour information, moi, sur la préparation de l'arrêté du 30 juin 2015, j'y ai passé 600 heures dans les mois qui ont précédé la mise en œuvre du texte, son examen au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et la consultation du public qui a duré 1 mois pour cet arrêté conformément aux dispositions législatives en vigueur. Nous, notre objectif était de faire en sorte que les demandes qui sont proposées par les préfets soient de nature à respecter les critères réglementaires en vigueur au regard de ce qui est dans la réglementation, de manière à ce que la ministre, sachant que le préfet propose, la ministre dispose et le Conseil d'État tranche. Ça, je vous l'ai déjà dit, Monsieur Darlot. Vous avez intenté pour certaines associations, y compris d'ailleurs des fédérations de chasseurs ou de piégeurs qui ne sont pas satisfaits du classement que nous avons proposé ou retenu. Il y a des contentieux en cours qui seront sans doute tranchés dans les mois, voire les années qui viennent, on ne sait pas. Les contentieux sur l'arrêté 2012 ont été tranchés par le Conseil d'État au dernier semestre 2014. Donc on verra bien. Évidemment, on tiendra compte, puisque les arrêtés évoluent en fonction de la jurisprudence, de la décision du Conseil d'État. À ce jour, le Conseil d'État, et j'en termine là, évalue la situation département par département en fonction du nombre en particulier de déclarations de dommages, des montants, des surdensités avérées et des cartes qui peuvent avoir été fournies. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec le classement nuisible du renard, je l'ai bien entendu, j'ai pris note de tous les courriers que vous nous avez fait envoyer, ils sont bien rangés sur mon bureau, mais ceci étant, tant que le Conseil d'État n'infirme pas les dispositions qui ont conduit
au classement de cette espèce dans 90 départements. Avant, c'était 96. Hein. Donc petit à petit, ça diminue. Eh bien, ma foi, nous appliquons la réglementation telle qu'elle est. Merci beaucoup. Alors, je vous demanderai de poser des questions Oui. de manière assez courte, parce que je crois qu'il va y en avoir beaucoup. Et puis, si possible, aux orateurs de faire des réponses relativement courtes. Valérie Merci. Chansigo, j'ai deux questions. Une pour plutôt les intervenants, je dirais histoire et droit, et une plus spécifique, c'est plus une réaction qu'une question pour Aline Treillard. Alors la question, c'est est-ce qu'il y aurait des parallèles à faire entre la législation des êtres humains nuisibles ou malfaisants, je pense notamment aux cheminots, aux vagabonds, par rapport à la législation d'animaux dits nuisibles? Ça serait, je ne sais pas si historiquement il y aurait des ponts, des liens, des renvois à faire. Et c'est bien dommage de ne pas traiter ces deux questions un petit peu simultanément. Alors la réaction que j'avais pour Aline, c'est que la présentation que vous faites est peut-être vue du point de vue du droit, mais me paraît quand même assez réductrice du point de vue de l'histoire culturelle, parce que cette dichotomie que vous présentez se retrouve de façon extrêmement imparfaite au fil du temps, même si elle existe. Et d'autre part, appuyer, comme vous le faites, sur la dénonciation de la peur, mais heureusement que la peur a existé, elle était tout à fait pertinente. On a parlé de la rage ce matin, taux de mortalité chez l'être humain en cas d'infection avérée, 96%, et on dit 96% pour ne pas dire 100%. C'est normal que les populations aient peur d'animaux enragés dans leur entourage, c'est assez logique qu'on réagisse à cette peur. On a parlé également de l'introduction du nématode du pin au Portugal, qu'on connaît depuis 1905 au Japon. Taux de mortalité des pins, 70%. C'est un peu normal qu'on ait un peu peur de cette espèce et de l'extension de cette espèce. On a repéré il y a une dizaine d'années un nouveau champignon chytride aux Pays-Bas qui s'attaque aux salamandres. Taux de mortalité 97%. Ce champignon est en train de s'étendre puisqu'on l'a repéré en Belgique et en Allemagne. Les Allemands ont testé leurs espèces de salamandres, taux de mortalité à peu près équivalente, c'est-à-dire à terme, il n'y aura plus de salamandres en Europe. Les Américains ont également testé ce champignon. Toutes les salamandres américaines, alors que l'Amérique du Nord est un hotspot de diversité des salamandres, taux de mortalité absolument équivalent. Il y aura bien un abruti pour importer des salamandres vivantes venant d'Asie porteuses de ce champignon en Amérique du Nord, et ça va provoquer un effondrement des populations. C'est normal d'avoir peur. On ne peut pas ne pas avoir peur dans les circonstances actuelles. Ça me paraît complètement ahurissant. Non, mais je suis désolé, parce que le ministère de l'Environnement est aussi le ministère des Transports. Je ne peux pas vous laisser dire que les cheminots sont des êtres malfaisants, nuisibles sur un colloque sur les nuisibles. Non. Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez. Non, mais s'il vous plaît. Attention à la façon dont les termes sont employés, parce que sinon, on peut dire tout et n'importe quoi. On se calme, et par ailleurs, s'il vous plaît, on se calme, et par ailleurs, on peut échanger des points de vue qui peuvent être différents, sans pour autant tomber dans l'invective. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, mais c'était pas de la calomnie en l'espèce. Enfin bon, bref. Est-ce que tu bien répondre à la première question? Bon, je ne sais pas si la comparaison est pertinente. Après, chacun jugera en sa conscience. Mais dans le droit municipal, le maire a le pouvoir d'arrêter les animaux domestiques. Par exemple, les chiens qui deviendraient féroces, donc il a les chiens errants, donc tous ces animaux vagabonds, mais qui porteraient un danger à la sécurité publique, peuvent faire l'objet d'une mesure de police. On enfermera le chien, ou éventuellement, s'il n'a pas de maître, on pourra même l'euthanasier. Donc, si parallèle on pourrait faire, ce serait celui-ci. Voilà. Après, je ne sais pas s'il faut comparer l'homme à l'animal. Mais et peut-être aussi comparer les procédures. Alors, mais ça concerne surtout l'époque médiévale. Les procédures en droit pénal qui consistaient à condamner les animaux aussi. Notamment les animaux vagabonds. On pourrait faire le lien. Mais
Je pense que ça n'a pas été encore fait par nos collègues historiens du droit. Ça, il faudrait vérifier. Sur cette similitude que tu soulèves à juste titre. Oui, bon, mais je pense que c'est intéressant. Ça rejoint un peu les analyses de Martin. Hein, l'obsession du Code civil ou de la législation de l'époque, c'est l'immobilité. Hein, on sort d'une période mobile, la déflagration révolutionnaire, et la volonté vraiment est d'immobiliser les rapports sociaux, de les stabiliser. Et c'est vrai que les vagabonds, les nuisibles, les sauvages, ce sont des espèces humaines ou bien animales qui sont mobiles et donc difficiles à stabiliser. Et c'est une clé de lecture pour comprendre cette législation du 19e. On veut stabiliser la famille, on veut stabiliser le département, la commune, enfin, on veut stabiliser. Et tout ce qui est instable, immobile, présente un danger. Voilà le parallèle qu'on peut faire aussi. Je prends rapidement la parole pour répondre. Plusieurs points déjà. La première chose, c'est que mon intervention n'avait pas pour objet d'attaquer qui que ce soit. C'était vraiment dans une démarche de provoquer le débat, puisque c'était l'objectif du colloque. Donc je tiens à le rappeler quand même. Ensuite, je veux aussi rappeler que, comme je l'ai précisé au début de l'intervention, l'objectif du propos était, le titre le montre bien d'ailleurs, était volontairement provocateur. Il y a un second degré à prendre en compte dans la présentation autour de la peur. Je n'ai pas voulu faire un procès contre la peur. C'était vraiment pour prendre en compte aussi le fait que dans l'écriture du droit, il y a des fondements affectifs et qu'il faut le prendre en compte, qu'on a un droit de l'environnement qui reste anthropocentrique, anthropomorphique, et qu'il faut le prendre en compte, et qu'il y a d'autres systèmes normatifs à travers le monde qui ont réussi à s'affranchir de ces fondements affectifs. Voilà, c'était juste pour présenter de manière un peu provocatrice et créer le débat. Et à travers ça, oui, je crois que j'ai réussi, pour le coup. À travers ça, je voulais aussi interroger, à travers la catégorie des nuisibles, aller un petit peu plus loin et s'interroger sur la relation que l'homme entretenait avec la nature et montrer un petit peu cette catégorie. Ça concerne 17 espèces, comme M. Astoul-Delseny l'a précisé. Donc, pourquoi conserver aussi une telle catégorie juridique qui montre une certaine relation de l'homme à la nature qui pourrait évoluer. On a vu que depuis 1902, on a évolué. Avec la loi sur la biodiversité en 2016, on a encore une évolution. Bien sûr, je ne remets pas en cause les évolutions qui sont dans la biodiversité. Et je pense que peut-être d'ici 50 ans, on pourra encore évoluer et peut-être mettre de côté quelques fondements affectifs. Voilà. Donc rendez-vous dans 50 ans. Alors. Pourquoi pas. Chantal. Si on a encore le temps d'une question. Chantal Cans, maître de conférence émérite à l'Université du Maine. Comme monsieur le représentant du ministère, je suis donc juriste. Avec ce double profil, j'ai passé 19 ans dans ce ministère comme juriste, donc je connais votre métier, j'en connais les difficultés, mais je suis maintenant, je suis enseignant-chercheur émérite, donc je partage la culture d'Aline Treillard. Et précisément, je trouve intéressant, bien qu'un petit peu agressif de votre part, monsieur Astoul-Delseny, le débat qui me semble intéressant, c'est qu'on a deux approches visiblement, et bien plus bien sûr si on prend les choses du côté de la philosophie, de la sociologie et bien sûr de l'histoire. Mais on a eu ce matin l'une après l'autre, deux approches du droit qui se sont opposées, pour ne pas dire affrontées, alors qu'elles méritent d'être réunies. Aline Treillard nous invite à une réflexion sur pourquoi les nuisibles et est-ce bien nécessaire. À propos de la loi biodiversité, vous trouverez je fais ma publicité, un petit flyer à l'entrée. On vient de faire avec Olivier Cizel, ici présent, un bouquin de 600 pages de commentaires sur la loi biodiversité, ce qui fait que je la connais quand même, je pense, pas trop mal. On a cet aspect un petit peu de réflexion sur le pourquoi du droit, et c'est le rôle du juriste, effectivement, d'analyser la loi, d'analyser la façon dont elle est faite, d'analyser ses finalités, on parle de téléologie, mais aussi d'examiner de quelle manière elle pourrait être améliorée.
Tandis que vous nous avez proposé une lecture du droit que j'aime moins, encore que je la pratique, puisque je suis depuis 14 ans responsable du Code d'Allos de l'environnement. Donc je la pratique, cette approche, à savoir un décortiquage quotidien des textes, de leur évolution, de la jurisprudence, des commentaires qu'il convient d'en faire. Mais ce que j'appelle, c'est une approche tout à fait boîte à outils du droit. Et ce que vous nous avez exposé, sans aucune critique sur de possibles erreurs que je pourrais commettre moi-même, vous nous avez exposé non pas une analyse du système. D'abord, vous avez beaucoup parlé de nuisibles, alors que la loi vous l'interdit désormais. Et que j'aurais bien aimé que vous nous disiez dans quel délai la partie réglementaire du code va supprimer le mot nuisible. Bon, mais ça, c'est autre chose. Il y a le code rural aussi. Il y a le code rural, il y a le code général des collectivités territoriales. Voilà. On n'est pas sorti de l'emploi du mot nuisible, à mon avis. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait réunir ces deux approches du droit pour que vous ne cantonniez pas à nous dire voilà comment s'organise matériellement la destruction, mais pourquoi la destruction de ces bestioles, dont on ne sait pas qui elles sont d'ailleurs a priori, est réellement nécessaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer, on dit régulièrement qu'on est à une transition du droit des espèces animales et végétales. Et ça, personne n'en dit ce qu'on vient. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à des choses simples? Le droit n'est efficace que s'il est simple. Et dire, tous les animaux sont protégés. Et on met en place des dérogations lorsque c'est nécessaire, dans telle et telle circonstance. On arrêterait entre 1976 et 2016, on est passé grosso modo de trois régimes d'espèces protégées. On en est au moins à une quinzaine actuellement. Et je sais de quoi je parle, je crois. On parlait de l'ours tout à l'heure, on parlait du gibier. L'ours est un gibier, selon le Conseil d'État et la Cour de cassation. Il faut aussi le savoir. Donc, il ne faut pas, je crois, rester le nez collé à la vitre et dire la loi, c'est la loi, parce que la loi, il faut qu'elle évolue avec la société, il faut qu'elle évolue avec l'éthique, il faut qu'elle évolue avec la morale, et pas seulement avec le point de vue de Pierre contre Paul ou contre Jacques. Voilà. Mais moi, très bien, vous enregistrerez plus tard. Après, je vais m'en aller, si vous voulez bien. Il y a une différence entre vous et moi, c'est que vous êtes juriste, chercheur, vous analysez. Moi, je suis là pour faire appliquer la loi. Et mon boulot, c'est pas de faire de la politique, c'est la responsabilité de mon ministre. Moi, c'est de définir les textes, de les faire évoluer en fonction de l'évolution que souhaite le législateur, je le rappelle. Je ne suis pas là pour me poser des questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il y a effectivement des jurisprudences constantes au Conseil d'État de la baïonnette intelligente qui me rendent possible la possibilité de ne pas appliquer une décision si j'estime qu'elle est illégale. Mais en tant qu'agent de l'État, en tant que serviteur de l'État, moi j'applique la loi. Je ne suis pas là pour la discuter. Donc on me demande de faire une intervention sur quel est le système en vigueur. Je la fais après sur la discussion philosophique, éthique, biologique, l'évolution des droits des animaux par rapport à ceux des hommes. On pourra en discuter et vous aurez largement l'occasion de le faire d'ici demain soir et peut-être pour le restant de vos jours sans avoir réellement trouvé la solution qui fait plaisir à tout le monde. Et peut-être que dans 50 ans, on aura des lois différentes, sûrement. Peut-être qu'elles seront plus pernicides qu'aujourd'hui, peut-être qu'elles seront plus restrictives, mais posez-vous la question de savoir comment on peut expliquer à des citoyens lambda qu'à un moment, ils vont devoir plier bagage parce que des animaux entrent en interaction négative avec eux, tout simplement parce que vous ne vivez pas chez eux. Non, mais c'est... Donc après la question vous auriez pu vous poser la question de savoir si on doit protéger tous les animaux ou pas. Ça, c'est une question qu'il faut poser à la ministre. Ne vous inquiétez pas, je la lui répercuterai.
S'il vous plaît. Si vous, mais Donc, non. vous voyez, vous ne convaincrez pas moi parce que je ne suis pas ministre. bon, peut-être une ou deux questions courtes, s'il vous plaît, et des réponses courtes. Je vais faire court. Dominique Pi, France Nature Environnement. J'avais une question pour Madame Treillard. Dans votre exposé, vous avez indiqué que les espèces nuisibles, c'était celles qui étaient à la fois non utiles et offensives. Il me semble qu'on peut apporter un petit peu de nuance parce qu'il y a quand même des espèces qui actuellement sont classées nuisibles et auxquelles on peut reconnaître un certain caractère d'utilité. Je pense par exemple aux renards ou aux mustélidés, qui sont des consommateurs de campagnols et de petits rongeurs, et donc qui, vus sous cet aspect, ont un caractère utile à l'agriculture, même si, par ailleurs, c'est aussi une espèce susceptible de classer des dégâts. Or, il me semble que ce qui fait encore défaut dans la législation actuelle, c'est que le procès contre les nuisibles au moment du classement dont a parlé M. Astoul-Elseni, le procès il est fait uniquement à charge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le préfet peut apporter la preuve que l'espèce a commis des dégâts, on ne prend jamais en compte l'utilité de cette espèce et on ne fait jamais la balance avantage-inconvénient. Et il me semble que là, il y a peut-être des aspects scientifiques, parce qu'il y a peut-être aussi des connaissances qui sont récentes sur ces espèces, sur leur côté utile. Il y a des aspects scientifiques qui ne sont peut-être pas encore assez pris en compte dans la législation, et qui serait intéressant de faire évoluer la législation dans ce sens, pour que le procès ne soit plus mené uniquement à charge, mais à charge et à décharge, et qu'on fasse une balance entre les avantages et les inconvénients du classement nuisible avant de décider du classement d'une espèce. Merci. Alors, une réponse courte. Et après, une dernière question. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je voulais juste mettre en avant que l'émergence de la notion de nuisible, en fait, elle vient de cette catégorisation utile, inutile, offensive, inoffensive. Après, avec l'évolution de la science et la prise en compte de la fonctionnalité, évidemment qu'il y a des nuisibles qui peuvent être utiles. C'était juste pour bien remettre les choses et le cadre historique, en fait, de l'émergence de la notion de nuisible. Mais je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait des espèces nuisibles qui peuvent être utiles en termes de fonctionnalité, en tout cas, et de services écosystémiques. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Merci. Et la dernière question. Oui, merci. Garcia de l'UNAPAF. Voilà, je voudrais reprendre l'UNAPAF étant l'association des piégeurs. Puisqu'on a été mis un petit peu à l'index depuis ce matin, eh autant qu'on en parle ensemble, puisque c'est ce qui a été suggéré. Alors, Madame Treillard, c'est vrai que dans ce qu'on a lu, que vous avez envoyé par Internet, et aussi ce que vous avez dit aujourd'hui, effectivement, bon, vous avez dit plusieurs fois que c'est volontairement provocateur. J'ose espérer aussi que votre parole est allée un petit peu plus que ce que vous écrirez lors de la thèse de doctorat, si j'ai bien compris, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être inexactes. Mais là, on se tient à votre disposition, peut-être pour affiner ce que vous avez l'air de savoir très bien. Voilà. La première, d'abord, vous parlez... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une petite question courte ? Oui, trois petites courtes. Alors, mais promis, hein. Voilà. Pas Oui, plus, promis. Alors, la première, c'est le législateur, madame, vous dites, préfère détruire plutôt que de réguler. C'est absolument faux, parce que le piégeur est encadré par des textes de loi qui font que, avec les bilans de piégeage annuels et obligatoires... c'était la première question. C'était la première question. La deuxième question. Je ne la développe pas, alors. Non. Bon. Ensuite, vous parliez de peur, et moi je dirais peur ou réalisme. Parce que là encore, j'aurais des anecdotes, mais comme pourrait vous les donner chaque piégeur. Voilà. Et ensuite, et alors là, j'insiste un peu, vous avez aussi dit que le piégeage n'était pas sélectif. Or, le piégeage, précisément, est sélectif. Si on doit attraper un renard, on attrapera ce renard-là, parce que c'est lui qui a des déviances. On n'attrapera pas les autres. Il est sélectif parce que ce n'est pas le piège qui est sélectif, c'est le piégeage. D'accord. Ça veut dire que l'appât fait partie du critère de sélectivité, ainsi que la façon de l'opposer. Point final. Merci. Et je n'aurai pas de réponse. Si, trois réponses rapides, hein. Attention. Numéro 1. Le vocabulaire concerne le vocabulaire du Code de l'environnement, c'est encore la destruction et non pas la régulation. Donc on ne peut pas encore dire qu'on est dans l'idée de régulation quand on utilise le terme de destruction.
Réponse numéro 2, par rapport à la peur et au réalisme, j'ai pas bien saisi. Oui, il faut être réaliste, et on peut être aussi peut-être progressiste et imaginer une autre forme de législation en matière environnementale. Et la troisième question, sur le piège, comme je pense que tout le monde s'en doute aujourd'hui, je n'y connais absolument rien puisque je ne piège pas d'animaux. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des pièges qui sont sélectifs et que quand on veut piéger un renard particulier, on peut piéger un renard en particulier. Et je sais que c'est très réglementé, ça a évolué récemment quand même, il faut le dire. La réglementation sur le piège a évolué récemment. Donc on est quand même dans une dynamique de remise en cause de la législation sur les nuisibles, malgré toutes les critiques que j'ai pu formuler. Bien, merci beaucoup. Merci aux 3 intervenants. C'était une séance rondement menée.